Bonjour. Je voulais faire plutôt du live coding, le problème c'est que j'ai une démo qui est pétée. Donc je vais basculer surtout sur une présentation un peu plus théorique. Mais il y a pas mal de code, donc c'est des choses que j'aurais montré avec lui sur la démo. Et je savais parler ça après, vous savez, si vous avez des questions après, je serai dans le coin. On va commencer. Donc, je suis Bohamon et Chamon sur Twitter. Moi, c'est une presse qui explique comment faire la POS de Silex. Mais vous allez voir que le code que je vais vous montrer permet de faire quel type d'application. On a utilisé la Silex par exemple. Ok. Donc, Silex, c'est un framework, un micro-framework PHP 5.3, qui se base sur le composant Symfony 2. On utilise le Silex pour des petites applications plutôt qu'un gros Symfony. Si vous avez besoin de faire un petit projet, vous avez 2-3 pages statiques, un petit formulaire, une petite connexion base de données, vous avez préféré Silex plutôt que de sortir un gros framework full stack type Zen ou type Symfony. Même pour des petits projets éphémères, avoir un micro-framework, ça vous permet de ne pas réinventer la roue et d'éditer directement avec du code prêt à l'emploi et surtout du code qui est testé et qui est prouvé par la communauté. Donc, Silex, c'est grosso modo une boîte à outils, c'est un micro-framework qui intègre principalement une couche contrôleur vue, plus après des outils pour du templating, pour la couche modèle, pour de la validation, qui sont des outils supplémentaires. C'est développé par Fabien Potentiel, donc le développeur de Symfony 2, et par Igor Widler, un des contributeurs de Silex. Et c'est basé sur les composants de Symfony 2, donc je passe. C'est pas ce qui m'intéresse. Donc, voilà. Silex, c'est lié à un micro-framework. Grosso modo, quand vous allez installer Silex, vous avez deux dossiers, Vendor et Web. Vendor qui contient les librairies externes, dont Silex, mais ainsi que d'autres librairies comme Tree, comme Doctrine, ou toute autre librairie que vous souhaitez utiliser dans votre projet Web. Et donc Web qui correspond à votre répertoire Web depuis un navigateur. On a dans Silex une interface, l'interface principale qui s'appelle HTTP Carrière Interface. Cette interface permet de mettre en place un noyau Silex. En gros, en créant une classe de noyau, si vous implantez cette interface, vous devez juste vous débrouiller pour prendre une requête en entrée et retourner une réponse. Vraiment, le but de Silex, c'est de transformer une requête en une réponse. C'est ce qui va se passer au milieu. C'est ce qu'on va implémenter. Donc, Silex s'installe avec Composer maintenant depuis pas longtemps, c'est passé en Composer. Jusqu'à présent, c'était un fichier phare. Silex était livré sous forme de fichier phare. Et le doigt s'installe avec Composer. Pour plus de souplesse, ça vous permet d'installer d'autres modules en plus de Silex. Donc, l'idée derrière Silex, c'est d'avoir dans un seul fichier l'ensemble de votre application. Donc, on a une variable qui s'appelle ici Silex Application, c'est un objet Silex Application. Cet objet, on verra, c'est un conteneur d'injection de dépendance très, très simple qui nous permet de brancher d'autres outils supplémentaires. Pour faire un contrôleur, dans Silex, c'est facile, vous avez juste appelé la méthode get, ici vous enregistrez un nouveau contrôleur, donc je dis que l'URL /hello/un nom, et bien, quand je viendrai avec cette URL là, ça va déclencher la fonction anonyme qui est passée en paramètre. J'enregistre une fonction anonyme, une lambda. Cette lambda va recevoir le nom que j'ai dans mon URL, et elle va importer également le contexte de l'application pour pouvoir utiliser l'objet app. Tant que vous n'avez pas la méthode run, il ne se passe rien, vous avez beau essayer d'appeler l'URL de votre navigateur, si vous n'avez pas fait app run, eh bien, vous n'avez pas exécuté ce contrôle. En fait, vous pouvez enregistrer autant de routes que vous le souhaitez. C'est vraiment au moment du app run que le truc va matcher votre route et appeler le contrôleur correspondant. Donc l'idée, c'est que soit on lui passe les variables de l'URL, comme je l'ai montré ici, soit on lui passe la request. Donc simplement en typant avec request, Silex lui passe automatiquement l'objet request. C'est un objet request qui vient de Symfony. Les imports au début disent qu'on importe la request de Symfony, du composant HTTP Foundation. Et vous allez devoir retourner en sortie une réponse. Donc, soit vous tournez une chaîne, tout simple, et ensuite Silex convertit cette chaîne en objet réponse, soit vous retournez explicitement un objet réponse. Dans la request, vous récupérez l'ensemble des variables utilisateurs, donc ça va être le get, le post, le cookie, la session, si vous avez activé le support des sessions. Donc toutes les variables globales et super globales de PHP sont masquées à travers cet objet request. App, c'est ce qu'on appelle un composant d'injection de dépendance. C'est ce qui va vous permettre
d'ajouter des services, de nouveaux objets globaux au framework Silex pour enrichir le framework avec vos nouvelles fonctionnalités. Je crois que je vais les énoncer plus loin. Je passe sur le reste. Donc, ici, si je veux générer des réponses en JSON, par exemple, je vais faire un new response et une objet réponse, je vais lui passer une chaîne JSON. Deuxième paramètre, je vais spécifier le code de statut, donc un 200. Et le troisième argument, c'est un tableau associatif des entêtes HTTP que vous souhaitez envoyer avec response. Si vous voulez faire du post, alors si vous voulez mapper, vous voulez associer une URL qui sera uniquement exécutée en post, l'objet application a une méthode post qui permet de vous brancher un contrôleur sur une URL qui est décisive en post. Si vous mettez en get sur l'URL /event, Silex vous générera une page de type 405, et vous avez 405, donc une méthode autorisée. Donc là encore, je peux recevoir la request. Ici, dans la request, je vais chercher des variables qui sont dans le tableau post. Donc request get event, ça va récupérer $post de event. Si j'ai rien, j'ai une page 400. Et sinon, je crée un objet event que je stocke dans la base de données et je redirige sur cette page-là, sur la page de l'événement que j'ai créé. Donc là, pour faire une redirection, on a une méthode utilitaire qui s'appelle redirect, qui simplement crée un objet de type redirect response. En fait, une redirection en Silex, c'est un objet. Et cette méthode est juste une méthode qui crée un objet redirect response. On peut faire pareil pour du put. Donc pareil, si vous voulez faire des classes en put, vous mettez put. Et la même chose pour faire du delete avec la méthode de put. Donc vous voyez que là, de base, Silex est un framework RESTful, donc si vous voulez mettre en place des web services REST, de base, vous avez déjà un support URL REST effectivement dans Silex. Alors le système de routage, on peut le caractériser, on peut l'étendre. Ici, je vais dire que mon URL, donc /archive, /here/mons, je veux lui donner un nom, cette URL-là que j'ai créée, par défaut elle n'a pas de nom. Silex lui génère un nom automatiquement. Mais je veux pouvoir lui donner un nom pour pouvoir ensuite générer des URL pour cette route-là. Ici, le .bind me permet de créer un nom pour cette URL. Je vais également appliquer des valeurs par défaut. Ici, les deux variables URL year et month vont avoir la date courante et le mois courant par défaut. C'est-à-dire que si je mets avec /archive, automatiquement l'URL va matcher et je vais recevoir mon paramètre de month et year, c'est le mois courant et l'année courante. Ce qu'on remarque également en haut dans function, vous voyez que les paramètres, je les passe dans l'ordre que je veux. Je peux passer d'abord month puis year ou inversement year ou month. Silex vous transmet les paramètres dans l'ordre que vous demandez. Et puis vous pouvez contraindre les paramètres de l'URL avec la méthode ici assert. Je dis que le paramètre year c'est forcément une suite de 4 chiffres et le paramètre month c'est une suite de chiffres. Si vous mettez avec /archive, /foo, /bar, cette URL ne matchera pas, donc vous n'appellerez pas le contrôleur. À l'intérieur de Silex, on a un système événementiel qui permet de brancher du code avant chaque contrôleur et après chaque contrôleur. Donc on a ici un pré-événement qui s'appelle before. Si je crée un pseudo-contrôleur, ici un pré-contrôleur qui s'appelle before, je vais recevoir l'objet request. Forcément, je n'ai pas encore créé de réponse à ce moment-là. Donc je reçois un objet request. Ici, ce que je tente de faire, c'est l'authentification HTTP. Si je suppose que toute mon application est derrière l'authentification HTTP, cette méthode before va se déclencher avant chaque contrôleur, donc je vais m'assurer que mon client envoie dans chaque requête ses identifiants d'authentification HTTP. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je vais retourner une réponse de type 403 donc pour indiquer que l'accès est non autorisé. Là, j'aurais plutôt retenu 401 pour dire que c'est authentification gratis. Donc si je ne retourne rien, par défaut, Symfony ensuite appellera le contrôleur que j'ai associé avec mon URL. Si je viens par exemple sur /foo, URL /foo, Silex va d'abord appeler cette méthode before qui peut soit retourner une réponse particulière, soit si elle ne retourne rien, eh bien, on appelle le contrôleur qui est associé à l'URL /foo. Donc ça permet, cette méthode before permet de court-circuiter le flow traditionnel. On peut faire la même chose pour ce qui se passe après l'exécution d'un contrôleur. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous exécutez un contrôleur, Symfony ne voit pas directement, Silex ne voit pas directement la réponse du client. Silex va d'abord tenter d'appeler cette méthode, ce contrôleur, ce post-contrôleur, qui permet également de brancher du code après chaque contrôleur. Donc ici, par exemple, je vais pouvoir choisir automatiquement
l'entête HTTP que je veux envoyer en réponse en fonction d'une variable format qui se situe dans mon request, dans mon objet request. C'est-à-dire que mon contrôleur que je vais exécuter, si mon contrôleur fixe dans la request une variable format avec la valeur XML, automatiquement, ce que je vais envoyer comme réponse, c'est une réponse de type texte XML. Donc j'enverrai un JSON ou un texte plain par défaut. Pour la gestion d'erreurs, pareil, vous avez la main. Par défaut, Silex va vous générer des pages d'erreurs qui sont assez sommaires, des pages qui disent juste ouais, il s'est passé quelque chose. Et si vous voulez reprendre la main et personnaliser vos pages d'erreurs, vous avez la méthode ici error qui permet d'exécuter du code lorsqu'une exception intervient dans Silex. Donc je reçois une exception avec son code. Le code, c'est par exemple le code de l'exception. Et je vais pouvoir choisir le type de message, le type de réponse que je veux générer en fonction du code d'erreur. Donc là encore, l'objectif c'est de trouver une réponse tout simplement. Je vais me débrouiller pour trouver une réponse. Cette réponse-là, on peut la générer à partir d'une template. J'ai la possibilité de faire des templates spécifiques pour vos pages 404, vos pages 500. Pour activer le mode debug, vous avez dans la variable app, je vous dis, la variable app c'est un composant d'injection de dépendance simplifié, c'est-à-dire qu'il contient non seulement des objets globaux, des services, mais également des paramètres de configuration. Vous avez un paramètre qui s'appelle debug. Donc ça c'est un objet app, c'est un objet qui implémente l'interface de Access, c'est pour ça qu'on peut y accéder sous forme d'un tableau. Ici, si je mets app debug à true, ça signifie que j'active le mode debug et par conséquent Silex va m'afficher en cas d'erreur toute la stack trace de l'exception. Plutôt que de me faire une page d'erreur standard qui me dit qu'il s'est passé quelque chose, j'aurai dans ce cas-là toute une stack trace pour m'aider à débugger quand je débug. On peut également court-circuiter un contrôleur. Ici, j'ai fait un contrôleur pour l'URL/event qu'on accède en post. Si je viens en post sur /event mais que je n'arrive pas à récupérer des variables dans le tableau dans le post, eh bien je vais court-circuiter le contrôleur et je vais lever une exception en appelant la méthode abort. En fait, cette méthode abort simplement va lever une exception qui va remonter. Silex va l'attraper, donc ça appellera ma fonction error que je vous ai montré précédemment. Donc pour interrompre le flux d'exécution, simplement vous avez une méthode abort à exécuter. Là ça devient intéressant, c'est qu'on peut enrichir Silex avec un ensemble de services complémentaires. On a le service Monologue. Monologue, c'est une librairie PHP 5.3 pour faire la gestion de log. Et donc, Silex a une intégration de Monologue. Pour ça, c'est simple, il suffit juste d'instancier une extension. Cette extension, c'est ce qu'on appelle des services provider. Donc, dans mon objet application, j'enregistre une instance de Monologue Service Provider et je configure ce provider avec le chemin fichier dans lequel je vais loguer le message. Et bien sûr, il faut installer les monologues dans le dossier ici, vendor monologue, donc ça peut se faire très facilement avec Composer. Et dans mon code, si je veux loguer des messages, j'aurai accès à un nouveau service dans mon composant d'injection dépendante, dans mon application. C'est le service monologue, c'est un objet de log qui permet de loguer des messages de différents niveaux, donc info, debug, warning ou error. Donc simplement, on enregistre l'extension et on peut directement avoir un logger dans Silex. Pour les interactions base de données, on a intégré Doctrine, alors pas Doctrine ORM, on a juste limité Doctrine à la couche abstraction de base de données. Ça, vous allez juste pouvoir faire des requêtes, vous n'aurez pas toute la couche qui convertit des requêtes en objet PHP. Donc là encore, c'est une extension à un service provider. Donc j'enregistre ici un Doctrine Service Provider, je lui passe les identifiants de connexion à la base de données, je lui dis où se trouvent les classes de Doctrine. Et dans mon code, je peux très simplement utiliser la variable appdb, donc l'objet db, qui est un objet de type deval, donc qui me permet de requêter ma base de données et de récupérer les enregistrements dans la base. Pour la validation, on a intégré le composant validator de Symfony. Donc, là encore, on a un service provider, le validator service provider, qui va nous permettre d'utiliser le service validator. Et ce service validator nous permet de valider des objets métiers. Si vous voulez valider des informations sur un objet PHP, vous allez faire validator validate, vous lui passez l'objet. Et dans votre objet, dans la classe de cet objet, simplement il faut implémenter ici la méthode loadValidator de data qui contient en fait les différentes contraintes qu'on veut appliquer sur l'objet. Donc en gros, je lui dis ici, je veux appliquer une contrainte sur la propriété title de mon objet et je veux que mon titre ne soit pas nul, enfin, qu'il soit rempli, et je veux que mon titre ne dépasse pas 50 caractères. Et je veux que l'endroit où se situe l'événement ne soit pas vide non plus. Donc si je crée
un objet event, ici en grisé. Je crée un objet event, je le remplis avec des informations, et grâce à mon validateur, je vais pouvoir vérifier si cet objet est correctement rempli et qu'il répond aux contraintes que je lui ai appliquées. Donc là, le .validate renvoie soit un tableau vide pour dire qu'il n'y a pas d'erreur, soit un tableau avec des erreurs pour indiquer qu'il y a des problèmes dans l'objet PHP. 5 minutes. On a intégré également Twig. Twig, c'est un modèle template qu'on développe chez Sensio. C'est aussi un modèle template de base de Symfony. On a la possibilité d'utiliser Twig dans Silex si on le souhaite. Donc Twig vient avec des fonctionnalités avancées et modernes. L'avantage de Twig, c'est que vous allez avoir de l'échappement automatique dans votre template. Vous n'avez pas besoin de vous soucier de la sécurité des injections XSS, puisque par défaut, tout ce que vous envoyez à votre template Twig sera échappé par votre template. Pour activer Twig, là encore c'est facile, on installe Twig dans le dossier vendor et on lui dit voilà, je veux activer le service provider Twig. Je lui dis où se trouvent mes templates, ici dans un dossier views et également où se trouve le Twig. Et dans mon code, j'ai un objet Twig avec une méthode render qui me permet de générer une réponse, ça génère un objet réponse à partir d'un template. Ici, je lui dis que tu me génères le template events.xml.twig par exemple. Et le deuxième tableau en paramètres, c'est les variables que je vais envoyer à mon template Twig. Mon template Twig ressemble à ça. C'est le fichier view/events.xml.twig. Je passe un objet, une collection d'objets events, j'y tape sur ma collection d'objets events et j'affiche chaque information de chaque événement dans mon template. Et je suis quasiment à la fin. On a l'objet sur du cache. Peut-être que certains de vous connaissent la notion de cache HTTP, de reverse proxy, tout ça. Donc si vous voulez faire du reverse proxy cache, si vous voulez utiliser Varnish par exemple, avec Silex, ça fonctionne. Si vous n'avez pas Varnish pour optimiser les performances de votre application web, vous pouvez installer le reverse proxy, l'implémentation en PHP d'un reverse proxy dans Silex. Là encore avec une extension qui s'appelle HTTP Cache Service Provider, on lui dit où se trouve le dossier de cache, dans quel dossier Silex va stocker les fichiers qu'il a générés. Et dans mon action, je vais rajouter un en-tête cache control, ici avec public smaxsave. Public, ça signifie que je veux cacher la page dans un reverse proxy. Smaxsave, ça signifie que je veux la cacher pendant 3600 secondes, pendant 1 heure. Et la deuxième directive, surveillance control, signifie que mon contenu contient des tags ESI, des reverse clés, des ESI. Un ESI, c'est un bloc, c'est votre page que vous allez envoyer à votre client. Si vous avez un reverse proxy intermédiaire, si vous traversez un reverse proxy, votre page peut contenir des tags ESI, comme ici j'en ai un exemple. Ça va me permettre de concevoir mon application en bloc et je vais pouvoir cacher chacun des blocs séparément. Je peux dire comme ça, toute la page principale, je la cache pendant 1 heure. Par contre, le petit bloc dans la sidebar où il y a la liste des flux Twitter, par exemple, je vais le cacher pendant seulement 10 secondes parce que c'est un bloc qui a une durée de vie qui est beaucoup plus faible que ma page principale. Eh bien, le système de reverse proxy de Silex est capable de lire ces tags ESI et donc de le cacher séparément ce bloc qui contient juste les flux Twitter. Donc vous voyez qu'ici dans mon tag ESI j'ai slash data, c'est l'URL que je souhaite atteindre. Donc mon reverse proxy va aller chercher cette URL. Cette URL, c'est un contrôleur en Silex qui génère une petite réponse et je demande à cacher cette réponse juste pendant 600 secondes. Donc d'un côté je cache la page complète pendant 1 heure, par contre ce petit bloc va être caché pendant 600 secondes. Et la dernière partie, c'est le cache, le test plutôt. Donc Silex a la possibilité du test fonctionnel en natif grâce aux librairies de Symfony 2. Donc on a une classe client, un objet client, un objet crawler et on a PHP init pour exécuter tout ça. Donc le client c'est un faux navigateur qui va émuler des requêtes et des réponses et le crawler c'est un objet qui va me permettre d'introspecter, d'analyser la réponse en filtrant sur des requêtes espace ou des requêtes test. Dans mon PHP unit, ici j'ai une méthode de test, un test unitaire. Et à l'intérieur de ce test unitaire, je vais faire un test fonctionnel. Donc, je demande à créer un faux navigateur, je dois create client. Je demande à mon client d'aller en get sur l'URL /events.xml. Je peux en récupérer la réponse, l'objet réponse que Silex génère. Et sur ma réponse, je vais faire des assertions. Je vais dire par exemple, est-ce que ma réponse elle est valide, donc est-ce qu'elle est OK, donc est-ce que c'est un 200 ou un 201. Et puis avec le crawler, je vais pouvoir filtrer. Donc ici, je veux filtrer tous les éléments, tous les tags qui s'appellent event. J'ai une réponse XML, je
Je vais sélectionner tous les tags event et je m'attends à avoir 5 tags event dans ma page. Puis je vais faire des expressions régulières. Avec le crawler, vous pouvez faire n'importe quelle requête XPath ou n'importe quelle requête CSS3. Par exemple, un dièse container point tweets et aller chercher des éléments très précis dans l'arbre de données. Donc ça s'exécute dans le contexte de PHP Unit. Si vous connaissez déjà PHP Unit, vous n'avez rien d'autre à apprendre si ce n'est l'API de client et du crawler. Et vous allez pouvoir combiner non seulement test unitaire et test fonctionnel au sein de CX. Et 25 minutes. Vous avez des questions sur CX? Ouais. Si j'ai bien compris, les tests fonctionnels, en fait, c'est totalement décorrélés du projet. Les fichiers peuvent être totalement liés. Non, c'est certains frameworks, c'est assez corrélé. Non, c'est ça. Tu les mets dans ton projet. Mais dire, c'est que des tests fonctionnels, là, c'est assez compliqué à faire, parce que là, il faut faire un appel curl, par exemple, sur une URL. Là, dans ce c'est entièrement émulé. C'est-à-dire qu'en fait, il recrée l'instance du contrôleur, il passe une requête, il crée une request et il récupère une réponse. Donc, il n'y a pas d'appel HTTP réel sur l'application. Tout est émulé. Ça permet de pouvoir tester sans forcément avoir une connexion Internet. Ouais. Les méthodes before et after, ouais. Tu parlais souvent par rapport aux routes. Est-ce que tu les appliques spécifiquement à une route en particulier? Enfin, non, c'est juste des éléments qui servent à se brancher avant un contrôleur et juste après un contrôleur. Oui, mais est-ce que tu les déclares à l'intérieur du contrôleur ou... Non, elles sont déclarées en fait dans ton fichier. Je reviens au tout début. Mon exemple qui est pété. En gros, j'ai mon contrôleur get ici, mais je peux aller juste au-dessus. Ici, c'est là que je vais mettre mon before. Je vais mettre la méthode before. Là, j'ai déclaré mon after. Je peux mettre le joueur, peu importe, parce que c'est le moment du run que ça va s'exécuter. Et puis, je peux déclarer autant d'URL dans mon application. Donc, si j'appelle par exemple cette URL-là, juste slash hello. Si j'appelle juste slash hello, il va d'abord appeler before, puis il va appeler hello, puis il va appeler after. Après, le contrôleur fait pareil pour cette URL-là, il appellera d'abord before, puis ce contrôleur-là, puis le after. Tu peux avoir autant d'after et before que tu as de contrôleur. Non, tu peux avoir qu'un seul. Tu peux avoir qu'un seul before et qu'un seul after. Oui, mais par URL. Ah. Non, c'est pas par URL, là c'est surtout. Enfin, là c'est appelé. Pour chaque action qu'on appelle, Silex va déclencher soit le after en premier, le before en premier, puis le after après l'exécution. Par contre, ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas avoir finalement un after et before qui va dépendre de l'URL. Non. D'accord. De toute façon, ça va. Si c'est dans ce cas-là, c'est du code que tu mets dans ton contrôleur, si ça dépend que d'un contrôleur. Puisque une URL, c'est un contrôleur. Si on veut exclure un contrôleur, par exemple, la lien de login, dans l'exemple qu'on avait sur le before pour tester l'authentification, ouais. Si on veut exclure la lien de login sur le before, oui, exactement. En gros, si tu veux avoir des URL publiques et des URL qui sont derrière l'authentification, par exemple. Alors, tu peux le faire. Tu pourrais le faire en passant par En fait, il y a un composant de sécurité, par exemple, dans Silex, là, que je n'ai pas montré, qui permet de mettre en place l'authentification. Là, je peux éventuellement configurer et dire je veux l'authentification sur ces URL-là et pas sur ces URL-là en place. Vraiment, c'est fini. Merci.